Bonjour Emmanuel, Bonjour Mathieu, ça va bien? très bien. Et toi? Écoute, toujours confiné et on respecte les règles, il n'y a pas de problème. C'est bien. Les règles, c'est important. Voilà. Écoute, m'a semblé utile et important qu'on ait cette rapide interview. Juste pour me représenter, donc, je m'appelle Mathieu Poirot, je suis le dirigeant, le fondateur du cabinet Minerai Consulting. Je suis un expert de la qualité de vie au travail et je suis à la fois psychologue social et docteur en gestion. Emmanuel, tu es notre grande spécialiste de la gestion de crise au sein du cabinet. Je vais te laisser te présenter rapidement si tu veux bien. Oui, donc je suis Emmanuelle Lépine, je suis psychologue clinicienne de formation. J'ai dirigé pendant une dizaine d'années le service de prise en charge des traumatismes psychiques de la préfecture de police à Paris. Et c'est donc là que j'ai acquis cette spécialité sur la gestion de crise qui m'a amenée tout au long de ma carrière à gérer des crises enfin, des grosses crises comme les attentats en 95, en 2013, en 2015, AZF, ce genre de grosses situations. Et puis des crises, je dirais, plus spécifiques à des entreprises que j'accompagne lorsqu'elles vivent ce type de situation et de difficulté. Donc, on l'a bien compris, tu as une très très grosse expérience de ces contextes de crise. Pour toi, c'est quoi ta vision? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le contexte qu'on vit aujourd'hui? Euh, Plusieurs choses. La première, c'est que c'est une crise qui dure. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une situation de crise. On n'est pas dans quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la crise. Donc, c'est une situation de crise dans la mesure où ça a des caractéristiques propres. C'est que c'est Mhm. une crise qui a un début, qui a une fin, qui va entraîner des mutations pour les gens, des changements dans les entreprises, qui entraînent des tensions, qui entraînent de l'anxiété. Et ça, c'est propre à la crise elle-même. C'est même pas forcément propre à la crise Covid. C'est propre à toutes les crises. Ça fait partie des caractéristiques de la crise. Une des autres caractéristiques de la crise, c'est que la crise génère de l'incertitude et donc de la quête d'informations avec des informations qui souvent ne sont pas à la hauteur en termes de réponse face à ces incertitudes. Et sur la question crise Covid spécifiquement, c'est que jamais, en tout cas pour notre génération, mais je pense même pour les générations précédentes, nous n'avons traversé d'événements et de moments où nous avons été autant abreuvés d'informations anxiogènes aussi, qui amplifient le sentiment de crise pour chacun. D'accord. Il y a un impact particulier selon toi qu'on risque d'avoir sur la santé psychologique des gens? Sur la question de la crise elle-même, Oui. alors évidemment, parce que, alors, évidemment et pas évidemment, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, et c'est le principe même de la plasticité psychique, il y a beaucoup de gens qui, après une semaine qui a été très difficile et chaotique, se sont plutôt bien adaptés à la situation de crise. Les entreprises aussi, c'est-à-dire que dans les clients que nous avons, on voit bien que euh, il y a eu une semaine, 10 jours qui ont été très très difficiles, avec pour certains de la mise au télétravail un peu forcée, à moyen de retrouver de la relation et de reformaliser de la relation, et qu'aujourd'hui ça se normalise un petit peu. Et en même temps, on est en train de vivre quelque chose que personne n'a jamais vécu, dans lequel l'humanité entière est en train d'improviser. Et forcément, ça entraînera des modifications et forcément, ça a des impacts. D'accord. Et alors justement, comme tu le disais, il y a un contexte anxiogène en plus qui va durer, ou en tout cas qui est parti dans ce scénario-là. Si moi je suis soit en tant que manager, soit en tant que collègue ou parent par exemple, ou ami, j'ai envie de soutenir quelqu'un dont je sens que ça ne va pas très bien, ça serait quoi les à faire, pas à faire, les conseils? Alors, je dirais que le premier conseil, c'est de soutenir. C'est-à-dire qu'en fait, un des enjeux de la crise et un des risques des crises, et du confinement en plus, c'est que ça isole. Et donc la question, c'est comment on fait pour lutter contre l'isolement. Par exemple, pour les managers, ils ont parfois à gérer des collectifs où à l'intérieur, il y a des gens qui parfois travaillent, sont en production, d'autres sont en télétravail, d'autres sont en activité partielle et d'autres sont en arrêt maladie. Et la question, c'est comment faire en sorte qu'aucune de ces personnes ne se retrouve seule et isolée malgré les différences de statut. Et puis la seconde chose, c'est qu'il y a des gens qui ont peu d'appétence numérique. Or, aujourd'hui, on voit bien que tout passe pour lutter contre l'isolement
par le numérique. Et donc, pour ces personnes-là, il faut réinventer des choses et proposer des choses pour leur permettre de pouvoir continuer à être en lien et à fonctionner en lien. Donc ça, c'est la première chose. C'est chacun d'entre nous à la place où nous sommes, en tant que parents, en tant qu'amis, en tant que professionnels, nous devons être attentifs aux autres et nous devons soutenir le lien social, soutenir le lien dans notre quartier, avec nos voisins, avec nos proches, avec nos amis qui sont plus isolés, avec nos collègues dont nous savons qu'ils sont plus isolés. Et puis en tant que manager, en revanche, on a une autre responsabilité qui est la formalisation de ce lien et qui est de trouver des espaces portés par les managers pour remettre du cadre et permettre de lutter un peu contre le chaos généré par la crise. Est-ce qu'il y a des pièges dans lesquels on peut tomber? C'est-à-dire, on a une intention positive, mais par exemple, on peut avoir des maladresses ou des choses qui peuvent empirer la situation. Les pièges qu'on peut avoir, c'est un peu toujours les mêmes. D'ailleurs, c'est ceux dans lesquels on pourrait tomber naturellement et en situation normale. C'est de vouloir trop bien faire et du coup de créer des règles qui soient un peu rigides. C'est-à-dire de se dire tout le monde doit se connecter et tout le monde doit être en lien parce qu'on a vu la vidéo Midori et donc on a bien compris que le lien était extrêmement important. Et ne pas respecter le fait que peut-être il y a des gens pour qui c'est plus facile de se protéger en mettant à distance. Donc il faut aussi pouvoir entendre ça, mais pour pouvoir l'entendre, il faut poser la question. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas être dans l'incertitude. Si les gens ne se connectent pas ou ne se mettent pas en lien parce qu'ils ne souhaitent pas l'être, il faut le respecter. En revanche, il faut vérifier que c'est parce qu'ils ne le souhaitent pas et non pas parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre ou parce que personne n'est allé vers eux. Et puis, peut-être, l'autre erreur, ça serait de délaisser des personnes, c'est-à-dire d'aller vers ce qui est facile, vers les gens qui sont faciles à rassembler, les gens en télétravail par exemple, et d'oublier sur le bord du chemin ceux qui sont plus compliqués parce qu'ils ne savent pas se connecter, parce que ce sont des métiers de production et qu'ils ont moins d'habitude avec les outils numériques ou ce genre de choses. D'accord. Donc là, un piège, ça serait quelque part de ne pas faire du sur-mesure en fonction des besoins et des attentes de l'autre, mais de faire quelque part du spécifique, du général C'est-à-dire qu'il faut... et Ouais, je pense... rigide. Pardon. Et le deuxième piège, ça serait, si je comprends bien, de peut-être pas suffisamment faire d'efforts pour ceux pour lesquels effectivement tout cet aspect digital est un peu plus difficile. Ouais, c'est ça. C'est à la fois il faut avoir des règles générales parce que le général est quelque chose qui protège du fait de montrer du doigt des gens comme étant fragiles. Moi, j'entends beaucoup en ce moment, il y a des gens fragiles, on ne sait pas s'ils sont fragiles parce qu'ils ont des risques d'exposition au Covid ou s'ils sont fragiles psychiquement. Donc, c'est toujours un peu ambigu comme message et je pense qu'il faut être très attentif à ne pas laisser passer ce type de message. Et la seconde chose, ça serait dans le général, ne pas être suffisamment attentif aux besoins spécifiques de chacun. Mais je dirais que ça, ce sont des règles managériales un peu de base, c'est ce qu'on connaît, mais qui sont amplifiées par la crise. Peut-être l'autre erreur aussi qui serait, c'est de penser que l'information, la distribution d'informations est une communication, ce qui n'est pas vrai. La distribution de l'information, c'est la distribution de l'information. Se parler, c'est autre chose. Bien sûr. Et qu'est-ce que tu peux donner comme conseils un peu plus généraux sur l'organisation du soutien psychologique pour les entreprises? Je pense qu'il ne faut pas hésiter si, pour plein de raisons, les salariés de l'entreprise sont exposés ou sont anxieux. Il ne faut pas hésiter à faire appel à des professionnels. Alors évidemment, je dirais que ce qui paraît être simple, c'est le numéro vert. Et le numéro vert peut avoir beaucoup de vertus, mais un des principaux défauts du numéro vert, c'est de donner le sentiment que l'entreprise se désengage par rapport à ses salariés. Donc un numéro vert d'appel où il n'y a pas d'implication, où ce n'est pas porté par les managers, où il n'y a pas d'attention, en règle générale, ce n'est pas très utile en réalité. Évidemment, c'est utile parce qu'il y a des gens qui répondent et ça sert, mais ce n'est pas suffisamment utile et ce n'est pas suffisamment porté. Et si on devait privilégier deux choses, je pense qu'il vaut mieux privilégier l'implication managériale qu'un numéro vert ou que quelque chose de trop psy. Et sans mettre non plus le management dans une position de De psy, psychologue. non. Non, mais je pense qu'au fond, il y a quelques personnes. Moi, ce que je vois arriver, c'est des gens qui ont des demandes très
multiples qui sont parfois angoissés par la situation, mais ils sont parfois angoissés parce qu'ils ont peur de mourir ou parce qu'ils ont peur de contaminer leur famille s'ils vont travailler. Mais il y a aussi des personnes qui sont angoissées parce qu'ils ont peur de ne pas retrouver leur emploi à l'issue de ce moment. Il y a des gens qui sont angoissés. Et donc, tout n'est pas une réponse psy à ces angoisses-là. Il y a des réponses qui sont sociales, il y a des réponses qui sont RH, il y a des réponses qui sont managériales. Et au fond, la question, c'est de trouver le bon interlocuteur pour bien répondre à la personne, pour répondre au bon endroit. C'est pas la peine d'aller créer d'autres angoisses sur des choses qui n'existent pas. Écoute, merci beaucoup Emmanuel pour tous Merci ces Mathieu. précieux conseils. Juste pour rappeler qu'on est effectivement organisé, nous, en équipe de gestion de crise pluridisciplinaire, et on a l'occasion aussi de proposer d'autres interviews avec nos experts. Voilà, vous pouvez compter sur nous. Et si ça peut aider de manière générale pour gérer l'accompagnement psychologique du Covid-19, Emmanuel, il y a des personnes qui peuvent éventuellement te contacter, par exemple sur LinkedIn ou est-ce qu'il y a des réseaux sociaux sur lesquels tu es de manière spécifique? Je suis sur LinkedIn, que je ne consulte pas très souvent. On peut me contacter par le biais de Midori, par exemple. D'accord. Et s'il fallait, je consulterai un peu plus LinkedIn. Je ne suis pas sur Twitter, Ok. pas sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour ton temps. Merci. Et puis, Merci. à bientôt. À bientôt. Au revoir.